Moi qui avais fait ma valise avec mes petites affaires d'été, je me retrouve enfermée dans cette chambre pendant 4 mois et demi. Et une chambre de 8 mètres carrés dans une clinique insalubre, vétuste. La porte est fermée 24 heures sur 24. Il y a des barreaux aux fenêtres. Il n'y a pas de poignée. Les fenêtres sont condamnées. Je n'ai pas de cabine de douche. Je ne peux pas me laver. Je ne peux pas prendre de douche. Il n'y a même pas de toilette. Je ne peux pas sortir pour aller aux toilettes. Vous vous apprêtez à écouter un podcast des Déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur Acast et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation. Bonjour, je m'appelle Anaïs Nigogossian, j'ai 33 ans. Aujourd'hui, je travaille dans la communication pour une marque de luxe et en parallèle, je suis aussi enseignante à la Sorbonne depuis 3 ans. Aux étudiants en sciences de l'information et de la communication. Et puis dernièrement, je viens de sortir un livre. C'est mon premier livre qui s'appelle 17h12 Place d'Italie, qui est édité aux éditions Jet d'encre et qui retrace mon combat depuis 15 ans pour lutter contre l'anorexie. J'ai été diagnostiquée anorexique à 14 ans. J'ai subi plusieurs hospitalisations et je pense pouvoir dire que même si toute sa vie on conserve une forme de fragilité, que je me suis sortie de cette phase dure et de ces troubles qui m'envahissaient quotidiennement depuis 2 ans. Je suis née à Lyon, j'ai grandi à Lyon dans une famille de parents médecins et ça je pense que c'est quand même aussi important de le dire, c'est-à-dire que même si tu vis dans un environnement qui est relativement éclairé et potentiellement à l'écoute, en veille sur ces problématiques adolescentes, c'est pas pour autant que la prise en charge va être la mieux adaptée, c'est pas pour autant que les traitements vont être les plus appropriés et que tu vas bénéficier du meilleur interlocuteur au bon moment. Donc c'est une maladie qui frappe toutes les classes sociales, toutes les jeunes filles. Et moi, si j'ai grandi dans un milieu relativement privilégié, relativement aisé, j'ai pas été à l'abri de ça. Quand je suis rentrée à l'hôpital, j'ai vu des gens de toutes les catégories, de tous les âges, de toutes les origines. Moi-même, je suis d'origine arménienne, j'ai grandi dans une famille métissée. Et voilà, je pense que ça, c'est aussi un mythe ou une forme de simplification, c'est-à-dire on va interpréter l'anorexie comme un caprice. D'ados un peu qui sont un peu victimes du syndrome de Peter Pan, qui sont des enfants gâtés, qui sont généralement très narcissiques. C'est trop facile et c'est pas ça. Moi, comment est-ce que les symptômes se déclarent ? J'ai 14 ans, je viens de rentrer en classe de seconde dans un lycée qui est un lycée d'élite globalement. Et très tôt, moi, je suis conditionnée pour rentrer en classe préparatoire, passer un bac scientifique et rentrer en classe préparatoire. C'est ce que je vais faire. C'est ce que je finirai par faire. Il s'avère que je suis plutôt intellectuelle, je marche bien à l'école, j'aime être très stimulée. Donc, finalement, la maladie, elle trouve un terrain favorable, si tu veux, pour se développer. Et puis de façon assez banale, je fais une entrée dans cette maladie-là, puisque j'ai 14 ans, le corps change, c'est l'adolescence. On se soucie de plus en plus du regard que les autres portent sur vous. Et il va y avoir un élément déclencheur, c'est une prise de poids, un petit ami qui me le fait remarquer et tout de suite la mécanique s'emballe et c'est la première fois que j'ai affaire à un jugement de valeur sur mon physique. Donc mon hypersensibilité ou ma susceptibilité et le manque de confiance en moi que j'ai à cet âge-là me fait réagir très vite et c'est à ce moment-là que la mécanique s'emballe. Ça n'est jamais qu'un facteur explicatif qui reste très en surface, très marginal. Les troubles sont bien plus profonds et leur cause, je vais la comprendre 15 ans plus tard, en fait.
À cet âge-là, je suis obsédée par mon apparence physique. Je suis dans la comparaison sans cesse avec mes copines de lycée. Je me noie dans le regard des autres. Comme elle est promue par le mouvement Pro-Ana, c'est presque un idéal de vie. Je me plais dans ces représentations de la maigreur que j'assimile à de la superpuissance. À un facteur de réussite, de conquête sociale, intellectuelle, affective. Donc voilà, je m'enferre dans ce schéma-là auquel je crois mordicus. On m'a diagnostiqué, j'ai été très tôt... On m'a demandé, mais à l'initiative de mes parents, j'ai été contrainte d'aller voir un psychiatre, un pédopsychiatre très tôt, qui pose un diagnostic très tôt. Pour autant, j'ai aucune conscience des conséquences de cette maladie. Et ces conséquences, je les paye aujourd'hui. Je les paye 15 ans plus tard. C'est-à-dire que... j'ai été en aménorrhée pendant des années. Tu peux avoir des problèmes de fertilité. Tes cheveux, tu finis par les perdre. T'as les dents qui se cassent. Aujourd'hui, j'ai des traces, tu vois, des mailles qui ont sauté. Mon dentiste, pendant des années, m'a dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes jeune, vous avez une dentition parfaite. » Bah, y a des séquelles. J'ai une colonne vertébrale qui est en très mauvais état. J'ai, tu vois, des années plus tard, des problèmes de disques qui se sont déclarés. Tout ça, ça se soigne, ça se corrige, mais c'est des séquelles, en fait, dont tu prends conscience des années après. L'anorexie, je l'ai vécue à tous les âges de ma vie, j'allais dire, de mes 15 à mes 30 ans. Mes 14 à mes 30 ans. À 14 ans, c'est, j'allais dire, tu peux l'interpréter, ou moi je l'interprète a posteriori, et c'est de cette manière-là que je le raconte dans la première partie de mon livre, comme un levier de sédition, un levier de rébellion, parce que les choix, on me les impose globalement. Mon éducation est assez conservatrice. Après, je suis capable de discernement, c'est-à-dire que c'est une éducation très exigeante qui m'a poussée très loin, qui fait que j'ai la place que j'occupe aujourd'hui, je veux dire, socialement. Mais elle a ses dérives, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour écouter le bien-être de l'ado, du gamin. Il y a une ligne qu'on a tracée pour toi, il n'y en a pas d'autre. Donc il n'y a pas la possibilité de prendre des chemins de traverse, faire des digressions, des détours. Il n'y a pas le temps pour la réflexion, il n'y a pas le temps pour questionner ce modèle éducatif. Donc moi, je trouve à ce moment-là, dans l'anorexie, un refuge identitaire. Surtout à cette époque où, issu d'un mariage mixte, où j'appartiens ni vraiment à une communauté, ni vraiment à une autre, où on a une éducation qui est extrêmement ouverte, où il y a des livres de partout qui sont à notre portée, où on questionne le monde dans lequel on vit, on a des opinions politiques, on est quand même politisé assez tôt dans la famille, où on est poussé aussi à travailler, à voyager, à voir le monde. On appartient à aucune communauté, à aucune coterie, même dans ma famille. Les liens sont quand même assez dissolus avec l'entourage proche. Donc voilà, il y a ce truc de quête identitaire. Et pour moi, l'anorexie apporte des réponses à ce moment-là, quand je suis ado. Plus le temps passe et plus elle devient un fardeau. Pourquoi ? Parce que quand on est ado, finalement, moi, dans ma classe de seconde, je suis pas la seule à souffrir de troubles alimentaires. Il y en a 4-5 comme moi, si tu veux. Donc, il y a un espèce d'effet de groupe, il y a presque une mode aussi, peut-être, où toutes les gamines sont très influencées par les premières reality TV, par les couvertures des magazines. Après, ça, encore une fois, ça n'est jamais qu'un facteur parmi d'autres. Tu as quand même à l'origine des facteurs psychologiques, génétiques, qui comptent aussi pour beaucoup dans le développement, d'un trouble alimentaire ou de quelques
quelque autre trouble psychique, tu as des facteurs familiaux, environnementaux, donc voilà, ça forme un tout. Mais voilà, je suis pas la seule et j'ai l'impression il y a quand même un sentiment d'appartenance à une catégorie de filles un peu différentes qui ont trouvé une manière d'affirmer leur identité ou à défaut leur divergence vis-à-vis de certaines normes, tu vois, ou de certains schémas préétablis. Ensuite, quand je dis que ça devient un fardeau, c'est que, voilà, il y a un premier point de bascule qui est une première hospitalisation après mon baccalauréat, j'ai 17 ans. Je dois rentrer en classe d'hypocagne. Physiquement, c'est impossible. Je m'alimente plus. Donc, on s'organise pour différer ma scolarité, mon intégration d'1 an. Et dans l'intervalle, je suis internée dans une clinique psychiatrique. On pourrait y revenir sur les conditions d'hospitalisation si tu veux plus tard. Mais on estime qu'une fois que je suis sortie de l'hôpital, j'ai 18 ans quand je sors, l'affaire est réglée. Donc on n'en parle plus, donc on essaye d'oublier. Il y a une amnésie quasi collective qui s'empare de la famille, sous couvert de protection. Mais ma famille me dira... on a voulu te protéger, c'est pour ça qu'on n'a pas dit la vérité, c'est pour ça qu'on n'en parlait pas aux proches, etc. Donc, mais finalement, on passe tous au silence. Et puis, on estime que le travail thérapeutique est fait, que c'est fini, que c'est un mauvais souvenir. Sauf qu'en fait, les troubles ne sont pas réglés, ils sont dormants. Il y a des phases que je qualifierais peut-être de rémission qui vont durer quelques mois, parfois quelques années. Mais pendant 10 ans, je me construis en tant qu'adulte et j'ai en moi cette espèce de tâche dont j'arrive pas à me défaire. Et c'est comme voilà, tu vois, c'est un marquage au fer rouge. Et je sais que le problème est encore là, sauf que je mens. Je mens, je le dissimule. Et beaucoup de gens de mon entourage très proche ne se doutent de rien. Et c'est là que ça devient pénible. C'est là que ça devient pénible, jusqu'au moment où, tu vois, j'ai 30 ans, je suis en pleine ascension professionnelle et je sens que ça va finir par me nuire parce que le regard que les autres portent sur moi, il est très circonspect. Je me dis que même si j'ai une expertise, un CV et des diplômes, j'inspire pas confiance. Et que tôt ou tard, cette anorexie, ces métamorphoses physiques, quand à l'échelle de ton entreprise, tu perds 10 kilos en moins de 6 mois, tu peux pas le cacher. Les regards, tu vois, finissent par se poser sur toi de façon toujours plus intrusive et insistante. Et là, je sens que... au-delà du fait que je me mets en danger physiquement, et c'est la première fois que je prends conscience du danger physique et de la peur de mourir, qui va être le premier levier dans ce que tu appelles ma déviation, dans ce qui va être ma véritable déviation, c'est le premier levier, c'est la peur de mourir. Mais le deuxième, c'est l'anorexie qui devient une entrave à la poursuite de mes objectifs de vie, tout simplement, ma carrière, etc. Et puis, il y a aussi quand même une peur. J'ai 30 ans, j'ai des amis proches qui commencent à avoir des enfants. Et il y a aussi une peur de devenir stérile, et finalement de jamais s'assumer en tant que femme. Je ne suis pas médecin, donc je ne veux pas faire de la vulgarisation scientifique. Néanmoins, je veux peut-être insister sur une différence qui est importante. On peut parler d'anorexie tout court ou d'épisodes anorexiques chez des jeunes femmes ou des jeunes hommes qui connaissent un épisode de vie douloureux qui va s'accompagner de symptômes de cet ordre-là. À ce moment-là, peut-être suite au décès d'un proche ou à une rupture, une hospitalisation aussi, il peut y avoir une perte d'appétit qui dégénère et qui peut se mouvoir, se transformer en contrôle de l'appétit. Mais ça peut être de courte durée et épisodique. L'anorexie mentale, elle s'accompagne non seulement d'un contrôle sur son corps, sur son poids, mais d'une volonté de contrôle qui s'applique, qui s'étend à tous les domaines de ton existence. Et en ce qui me concerne, l'une des caractéristiques de mon profil et du profil de
pas mal de patients et de patientes anorexiques, ça va être une certaine rigidité mentale. Et cette rigidité mentale, elle te condamne dans le sens où elle t'enferme dans des schémas qui mettent en péril tes relations sociales, affectives et bien plus. Une autre conséquence, ça va être le risque de dysmorphophobie, c'est-à-dire que tu as une perception qui est biaisée, entravée, erronée de ta propre personne. La dysmorphophobie, c'est un trouble psychique qui est grave, c'est un trouble de la représentation de soi. Et moi, c'est ce dont j'ai souffert aussi. Et après, tu as d'autres troubles psychiques ou d'autres désordres psychiques qui peuvent accompagner malheureusement un trouble alimentaire, comme des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs, dont moi j'ai souffert pendant très longtemps. Et ces TOC, je les ai... mais qui sont le corollaire de cette rigidité mentale dont je parlais, si tu veux. L'obsession de certains détails, l'obsession de faire des listes, repasser en boucle dans sa tête plusieurs fois par heure le contenu de son assiette. Voilà, tu vois, ça peut passer par ces mécanismes-là très obsessionnels. C'est vraiment des troubles obsessionnels qu'on peut soigner à coups de psychotropes, mais ça n'est jamais que du pansement. Et que moi, j'ai appris à contrer grâce à l'apport des thérapies cognitives et comportementales. Le contrôle du poids, j'allais dire, il est permanent. Donc cette obsession-là, elle fait que tu finis par... tu trouves des feintes. Tu deviens ce que la sociologue Muriel Darmon, que j'ai beaucoup lu, moi qui m'a accompagnée dans ma compréhension de la maladie, elle dit qu'on devient des professionnels du leurre. Parce que tu apprends à dissimuler, tu apprends à mentir... pour éviter des invitations à déjeuner, pour sauter des repas, etc. Donc oui, tu louvoies beaucoup, tu dupes ton entourage beaucoup. Et ensuite, moi j'ai des souvenirs en revanche, pour en revenir notamment au TOC. Après avoir finalement réussi à intégrer ma classe préparatoire, j'ai fait Hippocagne et ensuite... j'ai intégré le CELSA à Paris, qui est l'école de communication de la Sorbonne, et j'ai des souvenirs en première année de licence où je suis en cours de sociologie dans l'amphi de la Sorbonne, et je sais pas, j'ai dû avaler un sandwich à midi, et pendant 4 heures, je pense au sandwich. Et je suis obligée de m'interrompre, d'aller à la pharmacie m'acheter un anxiolytique, parce que j'ai toujours une ordonnance d'anxiolytique sur moi et mon père étant médecin, c'est facile pour moi de m'en procurer pour que ça cesse. Parce que je suis incapable de me concentrer sur mon travail. Je suis incapable d'écouter de suivre un cours avec attention. Pendant des années, ça a été invasif. Des années. Sauf que j'avais pas les moyens de lutter contre ça. Sans vouloir faire pleurer dans les chaumières, mais parce que j'ai envie d'alerter. Sur des protocoles médicaux, hospitaliers, et des méthodes résolument barbares qui datent d'un autre temps et qui sont toujours en vigueur aujourd'hui dans certains hôpitaux, dans certaines cliniques privées. Je suis hospitalisée en août 2006 à Lyon, qui est pourtant une ville avec beaucoup de CHU très renommés. Néanmoins, la psychiatrie... surtout dans ce domaine-là, est assez peu avancé. Et puis, un psychiatre proche qui m'avait suivi pendant quelques années finit par convaincre mes parents que la meilleure solution, c'est l'internement. Donc, contrainte et forcée, mon état physique ne me permettant pas de rentrer en classe préparatoire, je fais une valise un matin, on est fin août, on rentre de vacances, on a passé l'été en Grèce avec mes parents et mes 2 frères. Et un matin, le couperet tombe, je dois faire ma valise. Mais moi, j'ai encore mes affaires d'été, mes t-shirts et mes tongs dans ma valise, quoi, si tu veux. Moi, je pense que ça va durer 15 jours. Sauf que ça dure 4 mois et demi. Et que pendant 4 mois et demi, je suis enfermée. Enfermée dans une chambre de 8 mètres carrés. Et en fait, si tu veux, peut-être que dans ma vie, pour me protéger parfois de ce que je ne veux pas voir ou pas recevoir comme informations qui peuvent me détruire, je suis dans une espèce de déni de réalité.
Je l'avais rencontré en consultation à une ou deux reprises avant, et il m'avait dit c'est ce qui va t'arriver, en fait. Si tu fais pas en sorte de reprendre du poids, c'est ce qui va t'arriver. L'isolement thérapeutique, qui est en soi un oxymore. L'isolement, il n'est pas thérapeutique. On parle d'isolement thérapeutique dans des cas très précis, quand le patient peut devenir vraiment un danger sévère pour lui-même et pour son entourage. À ce moment-là, oui, on l'enferme et pour s'assurer qu'il ne mette personne en danger. En ce qui me concerne, moi je suis une ado un peu à la dérive. J'ai pas fait de tentative de suicide, même si on peut comparer peut-être l'anorexie à un suicide lent. Tu vois, mais je suis pas un danger pour mes proches, je vais pas mettre le feu à la baraque, je vais pas aller me jeter sous un train, tu vois. Mais bon, il s'avère qu'il y a peu d'offres de soins à Lyon, donc on finit par accepter, enfin contrainte et forcée, moi j'accepte, hein, Et moi qui avais fait ma valise avec mes petites affaires d'été, je me retrouve enfermée dans cette chambre pendant 4 mois et demi. Et une chambre de 8 mètres carrés, dans une clinique insalubre, vétuste. La porte est fermée 24 heures sur 24. Il y a des barreaux aux fenêtres. Il n'y a pas de poignée. Les fenêtres sont condamnées. Je n'ai pas de cabine de douche, je peux pas me laver, je peux pas prendre de douche. Il n'y a même pas de toilette, je peux pas sortir pour aller aux toilettes. J'ai un seau en plastique. Et on fouille ma valise, on me retire tous mes effets personnels. Mon téléphone, mon iPod, mes livres, on trie mes livres. Moi qui étais un peu coquette, on t'enlève ton parfum, ton maquillage, pour peu que tu veuilles avaler, je sais pas moi, du dentifrice ou avaler l'alcool, le flacon de parfum pour te suicider. Enfin, tout est envisagé. On te retire les lacets de tes baskets. Moi, je portais que des baskets pour pas que tu te pendes, en fait, que tu t'étrangles. C'est un peu violent, c'est un peu dur ce que je dis, mais... on te retire tous tes effets personnels, même ta pince à épiler, même ton coupe-ongle. Donc en fait, au fil des mois, tu te reconnais plus parce que... et en parallèle de ça, donc on t'enferme, on te gave parce que tu peux pas passer d'un régime alimentaire proche de... où l'apport calorique est proche de 0 à 3 repas par jour, entrée, plat, fromage, dessert, pain, 3 fois par jour, en étant complètement sédentaire, assise dans une chambre où tu ne fais aucune activité. Donc du coup, la renutrition, elle est aussi très violente. Bon, cela étant, même si tu résistes un peu, tu comprends très vite que si tu reprends pas 1 gramme, tu sors pas. C'est le contrat. T'as ce qu'on appelle un contrat de poids, c'est-à-dire que pendant 1 mois et demi minimum, la porte, elle est fermée. Pendant 1 mois et demi minimum, tu n'as aucun contact. Ensuite, si tu reprends du poids, la porte, elle est ouverte 3 heures par jour. À ce moment-là, tu peux sortir et là, tu découvres les visages exsangues des patientes qui vivent le même quotidien que toi dans la chambre d'à côté. Mais t'as pas le droit de monter les escaliers à pied, t'as pas le droit de faire un tour dans le parc, faut surtout pas que tu brûles des calories. Donc tu es contrôlé, en fait, à chaque minute, à chaque geste, à chaque heure. Et puis, tu vois, cette existence circulaire qui est vraiment placée sous cloche, ce qu'il faut dire et dénoncer, c'est qu'elle rend fou. Et du coup, on te sédate. Moi, je n'avais jamais pris aucun anxiolytique, aucun somnifère, aucun psychotrope avant cela. Je deviens accro du jour au lendemain parce que ma pensée est circulaire et que je deviens folle et que je n'ai aucun moyen d'expression. Le seul moyen d'expression qui me reste à cette époque, c'est, tu vois, un carnet de croquis et puis j'ai 2 feutres et je dessine pour tuer le temps, quoi, parce que je peux rien faire d'autre. C'est inhumain, c'est concentrationnaire, ça laisse une béance et surtout en termes d'image de soi, c'est extrêmement dégradant, c'est-à-dire que qu'est-ce que j'ai mérité ?
même si j'avais un problème et qu'il fallait certainement agir. Hein, c'est pas ça que je dénonce. Hein, il fallait agir. Mais peut-être que j'aurais pu être hospitalisée dans un service en psychiatrie, qu'on aurait pu me réalimenter progressivement, qu'il y a d'autres apports. J'aurais pu, peut-être par la parole, j'aurais pu avoir accès à une psychologue, à une équipe de soignants. Voilà, parce qu'encore une fois, là, c'est une maladie qui a des caractéristiques et des facteurs d'explication qui sont pluriels. Donc, il s'agit de prendre la prise en charge, elle doit être plurielle et pluridisciplinaire. Là, c'est... en fait, on soigne l'obsession par l'obsession. C'est-à-dire que toi, tu as l'obsession de ton corps et de maigrir. Eux, ils répondent par l'obsession de grossir. Et ça te place sous leur tutelle. Ils exercent un chantage. C'est-à-dire, tu grossis pas, on n'ouvre pas la porte. Donc, tu grossis pas, tu vas pas prendre de douche. Tu grossis pas, t'as pas d'échange de linge propre. Tu grossis pas, t'as pas le droit d'écrire une lettre par semaine à ta mère. Et en plus de ça, quand on t'octroie enfin le droit d'écrire une lettre, la lettre, elle est lue, elle est relue. On m'a demandé de les réécrire à 3 à 4 reprises parce que mon ton était plaignard, un peu malheureux, ouais, évidemment, ouais. Ça fait 3 mois qu'on s'est pas vu, que je suis enfermée dans une piole de 8 mètres carrés et qu'on me file des sédatifs 3 fois par jour. Ouais, je suis un peu malheureuse, ouais, je te confirme, ouais. Je suis coupée du monde, je suis un peu malheureuse, ouais. Donc, et ça, j'ai pas le droit de l'exprimer non plus. Quand je suis sortie de cette institution, j'ai 18 ans, je suis déscolarisée déjà. On n'en parle pas, on n'en parle plus. Je mens aux potes. Les gens que je rencontre qui ne me connaissaient pas avant, je mens. Je dis que j'ai changé d'orientation, que je prends une année sabbatique. Donc déjà, je m'enferme pas mal dans le mensonge. J'ai pas vraiment de repères alimentaires parce que, tu vois, cette renutrition, elle est quand même assez artificielle. Donc je suis un peu livrée à moi-même. Moi, la journée, mes parents travaillent, je vis encore chez mes parents. Mon frère aîné est parti faire ses études ailleurs. Mon petit frère va au lycée. Donc moi, je sais pas comment me faire à bouffer, moi, en fait. Je sais pas ce que je dois faire, si je mange trop, pas assez. Et j'ai aucun accompagnement pour ça. Du coup, je rechute nécessairement. Et puis, je vois une psychologue qui était celle qui s'occupait de nous très ponctuellement à l'hôpital. Je la revois une demi-heure tous les 15 jours. C'est tout. Et je suis contrainte, je dois retourner pointer à la clinique Saint-Vincent-de-Paul une fois par mois pour surveiller mon poids. Avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, à la moindre rechute, on t'enferme à nouveau. Donc moi, je suis pétrifiée, je vis des mois pétrifiée parce qu'à chaque visite, je triche. Quand l'infirmière me pèse, en fait, j'avais trouvé une petite technique. Parce qu'évidemment, mon poids avait chuté. Tu repères, j'ai dû reperdre 8 kilos en 3 mois. Hein, donc, parce que comme tu le dis très bien... ils ont soigné le symptôme de façon artificielle, mais on n'a pas réglé le problème. Et on ne peut pas le régler, en fait, dans ces conditions-là, parce que quand tu es enfermé, tu n'as qu'une obsession, c'est sortir. Donc tu es prête à toutes les concessions pour sortir. Donc tu bouffes ce qu'on te donne. Tu finis par renoncer. Mais on règle rien. Toi, tu es juste obsédé à l'idée de sortir. Parce que c'est pas humain, le traitement qu'on t'impose. Donc du coup, tu ne te poses aucune question sur le reste. Tu te dis juste quel levier je vais trouver pour sortir le plus rapidement possible. En fait, toute la bouffe qu'on me donne, je déteste. Mais voilà, les choux de Bruxelles, le rôti de porc, le fraisier le dimanche, j'avale tout. Je cherche même plus à dissimuler la bouffe, parce qu'il faut que je sorte. Il s'avère que tu dois retourner dans le service pour te faire peser par les infirmières. Et l'infirmière, elle te donne un petit bout de papier sur lequel elle note ton poids. Et ensuite, tu rentres en consultation dans le bureau du psychiatre. Et moi, à chaque fois, je me souviens, elle notait ton poids sur une petite fiche Bristol à petits carreaux. Donc j'avais acheté un bloc de fiches Bristol à petits carreaux. Et à chaque fois que j'allais à la clinique, je déchirais, je mettais dans la poubelle, je déchirais son petit coin de papier à elle. Et puis je sortais, moi, mon bloc, j'affichais un autre poids. Comme ça, je pouvais aller faire ma consultation sans risque qu'il m'enferme à nouveau, quoi. Parce que
parce que j'ai vécu avec cette menace pendant des années, en fait, tu vois. Jusqu'au moment où... c'est après, quand je suis rentrée en prépa, tu vois, ça m'a donné un autre cadre, une autre perspective. Et du coup, je suis allée de moins en moins pointer parce que mes parents voulaient que j'y aille, je disais que j'y allais, et puis j'y allais pas. Et puis ensuite, j'ai arrêté d'y aller. Puis, depuis quelques années, tu as maintenant le 2 juin, la Journée mondiale des troubles alimentaires. Et j'ai eu la chance, le 2 juin dernier, d'être interviewée à Europe 1 et pour sensibiliser les publics à cette journée-là. Et j'étais accompagnée du docteur Blanchet, qui a cofondé la Maison de Solène il y a à peu près un peu plus de 15 ans, si je ne dis pas de bêtises, qui est endocrinologue. Et sur le plateau, elle a dénoncé ces traitements-là. Elle a dit que c'était barbare, qu'on pratiquait encore trop souvent l'isolement en France. Et pour la première fois, j'avais un professionnel, je ne vais pas dire qu'il allait dans mon sens, mais si tu veux, j'ai eu tellement de sons de cloche autour de moi, de gens qui m'ont dit « Mais Anaïs, tu comprends, c'était il y a 15 ans, la médecine n'était pas aussi avancée, et puis c'était ça ou rien, c'était ça ou la mort, il a bien fallu lui faire confiance, on a fait comme on a pu. » Mais ce sont des arguments derrière lesquels on se retranche pour maquiller son impuissance, en fait. Et j'arrive pas à m'y résoudre, je n'arrive pas à les accepter, ces arguments, je n'arrive pas à pardonner. Tu vois, même aujourd'hui, c'est encore très à vif. Si j'ai entrepris ce travail d'écriture, c'était en partie pour mettre à distance cette violence, pour l'expulser. J'ai réussi en partie, mais j'ai encore un peu de chemin à faire. Alors, c'est là où la déviation advient. J'ai 30 ans, je viens d'avoir 30 ans. Je suis en aménorrhée depuis 2 ans. Je travaille pour une très belle marque de luxe. Tout me réussit en soi, tu vois, sur le plan professionnel. Mais voilà, je me suis battue pour obtenir les postes que j'ai pu obtenir. Je me suis consacrée à ma carrière, etc. J'avais besoin de sécuriser ces choses-là, ces trucs de réussite sociale, matérielle. Chez nous, mon père, il a fait sa carrière, il est fils d'immigrés. Voilà, si tu veux, le travail qu'il a commencé à entreprendre, il faut le poursuivre sur plusieurs générations. Donc, du coup, il faut charbonner. Mes frères et moi, on a été un peu formatés comme ça. Bon, c'est pas un reproche, hein, c'est un fait, c'est un constat, tu vois. Donc, ce qui fait que peut-être que je me suis cachée derrière ça aussi pour pas m'occuper de moi. Hein. C'était peut-être aussi un prétexte. Mais voilà, j'arrive à 30 piges, j'ai à peu près coché mes cases. Et physiquement, je commençais à être très, très fragile. Je fais beaucoup de sport. Évidemment, je compense les repas par le sport à haute dose. Et tu vois, je courais beaucoup. Un soir, au moment de m'endormir, je suis très essoufflée, j'ai mon cœur qui palpite et vraiment, j'ai peur. Je me dis, mais mon cœur va lâcher. Le cœur, c'est un muscle. Le muscle, il est plus nourri. Tu vois, tout est possible. Et puis, il y a un deuxième épisode où je pars une journée en famille, faire un immense tour en vélo dans la montagne. Et puis, j'arrive pas à finir. Et quand je finis, j'arrive dans un état déplorable. Il pleut, je suis en hypothermie, je passe une nuit pathétique et là, je flippe. Donc, il y a deux éléments de cet ordre-là. Et je me dis, bon, écoute, est-ce que c'est pas justement le moment de s'interroger à nouveau, Anaïs, tu peux plus mentir. Et surtout, j'ai 30 ans et j'en ai marre de me mentir. Le problème, je veux dire, mentir aux autres, bon, à la limite, ils sont habitués. Ça fait 15 ans, les pauvres. Ça change plus rien, le regard des autres. Sur le regard que mes parents portent sur moi, mes potes. De toute façon, au bout d'un moment, les gens, ils disent plus rien. Ils peuvent plus rien pour toi. Hein, donc, ils arrêtent. On te dit plus rien. Hein, on te laisse à la dérive toute seule. Hein, donc, faut plus compter sur qui que ce soit. Si tant est qu'on puisse un jour compter sur quelqu'un. Mais j'en ai marre de me mentir, là, parce que je sens que je me saborde à tous les égards. Et je fatigue, tu vois.
Donc je commence à entreprendre des recherches pour savoir quelles sont les institutions spécialisées à Paris, les hôpitaux, les services dans les troubles alimentaires. On m'oriente vers l'hôpital Sainte-Anne, qui a une unité assez récente qui s'appelle la CMME, la Clinique des maladies mentales et de l'encéphale, qui est une unité spécialisée dans tous les troubles du comportement alimentaire, qu'il s'agisse d'anorexie, de boulimie, d'hyperphagie, chez l'adulte. La maison de Solène ne prend en charge que des adolescents. Donc je les appelle et je leur demande quelles sont les conditions d'hospitalisation, les délais, les modalités pour pouvoir rentrer, obtenir une consultation. Donc ils m'expliquent tout le protocole. Il faut réaliser un dossier très complet, une démarche motivée avec une lettre, des recommandations de la part de ton médecin traitant, de ton psychiatre. Il faut faire toute une batterie d'examens. Donc c'est quand même assez solide. Je pense qu'ils te testent aussi pour se dire, les patients qu'on prend en charge, parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens, on n'a pas beaucoup de créneaux, il faut vraiment que la démarche, elle soit motivée, quoi. Vous venez d'écouter une interview réalisée et montée par Nicolas Sartel. N'hésitez pas à commenter, nous écrire et à partager si ce podcast vous a plu. Notre média, vous pouvez le retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et YouTube. Nous n'avons qu'une vocation, raconter les histoires des personnes ayant changé de vie. À très vite pour un nouvel épisode.